Bonjour et bienvenue sur bloghandicap.com. Nous sommes aujourd'hui avec José Puig et Richard Fernandez de l'association I égale MC2. Alors bonjour Richard, vous êtes en charge du projet I égale MC2 et plus particulièrement du projet Handidactique. Oui. Qu'est-ce que c'est que Handidactique? Alors, Handidactique, c'est un nom un peu compliqué à prononcer, qui fait un projet qui consiste à former des personnes en situation de handicap pour qu'elles deviennent elles-mêmes formatrices et pour qu'elles interviennent dans les formations médico-sociales, voilà. D'accord. Donc en fait, c'est la personne handicapée qui va former les professionnels du handicap à accompagner les personnes handicapées. Qui va participer à la formation d'accompagnement des personnes handicapées. D'accord. Pourquoi on a voulu faire ça? Pour trois raisons. La première raison, c'est que on prétend que on a une sorte d'expertise en termes de vécu, sauf qu'il faut un peu dépasser notre propre vécu, donc on va essayer de former ces personnes à dépasser leur vécu, à en prendre les richesses pour qu'elles deviennent elles-mêmes formatrices et que ce soit un peu pédagogique. Oui, d'accord. Effectivement, donc il y a dans cette idée un vrai programme pédagogique, un vrai diplôme. J'insiste beaucoup, ce n'est pas des témoignages. Là, on est habitué à ce qu'il y ait des personnes qui témoignent, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On veut dépasser le simple témoignage pour que la personne devienne elle-même formatrice et qu'elle puisse participer au processus de formation. On a remarqué que dans la plupart des formations paramédicales, parasociales, on parle beaucoup du handicap, de l'accompagnement, mais jamais les élèves ne sont confondés à avoir un savoir de la part des personnes handicapées. D'accord. La question que j'ai envie de vous poser, c'est très novateur comme idée. Et comment c'est perçu de la part des personnes que les personnes handicapées vont former, alors même que d'habitude c'est elles qui s'occupent des personnes handicapées? Comment elles perçoivent la chose d'être formées à leur tour par des personnes handicapées? Je pense qu'au départ, ça surprend. En fait, les rôles sont inversés, quelque part. D'habitude, on a un professionnel qui s'occupe ou qui accompagne. Bon, il y a une position supérieure, inférieure, quelque part. Oui. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'inverser cette position. Bon, quelque part, pour les stagiaires ou pour les étudiants, ça peut surprendre. Mais en même temps, je suis persuadé que si on arrive à généraliser ça, ces formations que pourront donner les personnes, ça va les marquer dans
mémoire et je pense que ça peut contribuer à améliorer le processus de formation et à ne plus rester dans la position dominante, dominée, supérieure, inférieure, etc. Richard, moi, ce que je vous propose, c'est que nous allons retrouver José pour des informations supplémentaires sur I = MC2, et nous allons nous retrouver ensuite. I = MC2 est une petite association qui a été créée en 2008 à l'initiative de parents de personnes infirmes moteurs cérébrales. C'est un handicap complexe qui produit des atteintes motrices, mais aussi des problèmes sensoriels, des problèmes divers. Et la prise en charge de ces personnes est complexe. Du coup, ces familles, depuis de nombreuses années, avaient créé des établissements, des services qui correspondent autant que possible aux besoins particuliers de ces personnes. Et l'idée, c'était que lorsqu'on crée des structures, la difficulté, c'est de trouver du personnel qui soit à la fois qualifié, compétent, motivé et qui accepte de rester avec des personnes auprès desquels l'accompagnement est une vraie difficulté parce qu'il est forcément complexe, il est forcément différent d'une personne à l'autre, etc. Donc l'idée de départ était d'imaginer des formations de spécialisation pour les gens qui avaient un diplôme d'éducateur spécialisé, de kiné, de l'ensemble des métiers qui interviennent auprès des personnes en situation de handicap, pour les familiariser avec cette pathologie particulière et avec ce qui était attendu des personnes qui étaient atteintes d'infirmité motrice cérébrale. Puis très vite, on s'est aperçu que en fait, cette logique de spécialisation n'était pas une bonne idée. Parce que si on spécialise trop les gens, après, ils ne sont plus mobiles. Si on les spécialise pour l'infirmité motrice cérébrale, il faut les spécialiser pour toutes les catégories de handicap, et il y en a de très nombreuses. Et on arrive à quelque chose qui, finalement, ne peut pas produire l'effet qu'on attendait. La réflexion de notre association s'est portée ensuite sur la notion d'accompagnement. Tout le monde parle d'accompagnement, la loi de 2005 parle d'accompagnement à toutes les lignes, mais finalement, personne n'avait vraiment défini techniquement ce en quoi consistait la fonction d'accompagnement par les professionnels du secteur médico-social. Donc on a essayé de creuser un petit peu cette idée, de réfléchir, de formaliser, et on est arrivé à quelques conclusions. Ce n'est pas encore des choses tout à fait assurées, tout à fait définitives, mais enfin, la première idée, c'est que l'accompagnement est quelque chose qui associe des interventions de professionnels d'origines diverses. Il y a des professionnels du soin, il y a des professionnels de la rééducation, il y a des professionnels du travail social, les professionnels de l'aide à domicile. Et ces gens-là ont été élevés en quelque sorte dans des cultures un peu séparées. Ils ne parlent pas forcément toujours la même langue et ils ne se concertent pas suffisamment entre eux pour que ce qu'ils proposent puisse avoir, par rapport aux personnes qui les accompagnent, une cohérence suffisante. Donc la première chose, c'est que l'accompagnement, ça ne doit pas être seulement l'addition des interventions techniques de l'ensemble des professionnels. C'est quelque chose en plus. La deuxième idée, c'est qu'à un certain moment, les compétences qui correspondent à cette notion de bien accompagner, c'est quelque chose qui doit être négocié avec la personne elle-même. On ne peut pas définir le format, le contenu de l'accompagnement d'une personne sans qu'elle soit très activement et très directement associée à cette définition, qu'elle-même puisse indiquer ce que sont ses priorités, et ça renvoie à toutes les notions de projet de vie, etc. Et de ce fait-là, il faut que les professionnels soient préparés à travailler avec la personne, avec son entourage, pour construire cet accompagnement un petit peu sur mesure en fonction de ce qu'est actuellement la vie de cette personne, si elle vit en institution, si elle vit à domicile, si elle travaille, si c'est un étudiant, etc., s'il vit en famille, s'il vit seul, etc. Ces priorités, elles ne sont pas définies par rapport aux critères que chacun des professionnels peut avoir de son point de vue. Pour un kiné, l'objectif prioritaire, c'est de récupérer des fonctionnalités, des articulations, etc. Mais à certains moments, cet objectif prioritaire pour le kiné devient un objectif qui est plutôt secondaire pour l'usager, qui a besoin d'avoir plus de temps, donc moins de temps de rééducation, pour faire autre chose. Donc c'est cette négociation qui doit faire partie du professionnalisme des différents intervenants pour que les choses ne soient pas subies par la personne en situation de handicap, mais construites avec elle, évolutives, adaptées exactement à sa situation. Et ça a débouché sur le projet Handidactique. C'est un projet qui a été construit en partenariat avec l'Université Paris 5 Descartes,
qui va héberger la formation et qui va délivrer le diplôme, et avec 2 autres partenaires qui sont l'INSHEA, c'est le Centre national de formation des personnels de l'éducation nationale qui travaillent auprès d'enfants handicapés, et avec l'IRTS de Montrouge, Île-de-France Montrouge. C'est une école qui forme un grand nombre de métiers du secteur social et socio-éducatif. Donc ce travail, ce projet de DU en didactique, il vise à proposer à des personnes en situation de handicap qui sont motivées par la formation, qui ont déjà réfléchi à partir de leur expérience personnelle, mais qui ont réussi à la dépasser un petit peu, à s'engager dans un processus de formation pour devenir des formateurs. Le handicap en soi n'est pas une compétence. Il ne suffit pas d'être handicapé pour être un spécialiste de l'accompagnement et pour être encore plus difficilement un formateur pour les professionnels. Donc il est nécessaire de donner à ces personnes un certain nombre de techniques pédagogiques, un certain nombre d'éléments de formation qui leur permettent ensuite, en toute légitimité, d'intervenir de façon crédible comme formateur auprès des professionnels. Richard, nous venons de voir José, donc maintenant nous en savons un peu plus sur l'association égale MC2. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et je vous remercie de nous avoir suivis sur bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. Je vous souhaite une bonne journée.